naissance. Sa mère, voulant le préserver de la mortalité que lui avait conférée son humain de père, le plongea dans les eaux du Styx. Ce fleuve des enfers avait la particularité de rendre invulnérable quiconque s'y baignait. Cependant, Thétis tenait son enfant par le talon, et le talon d'Achille resta pour toujours le point faible du héros. Quand il fut jeune homme, les chefs achéens lui proposèrent de participer à l'expédition contre Troie. Sa mère lui annonça alors qu'il mourrait prématurément s'il partait en guerre, mais serait couvert de gloire au contraire s'il restait chez lui. Sa vie serait obscure mais fort longue. L'impétueux Achille opta sans hésiter pour la vie de gloire. Une autre version dit que Thétis aurait alors caché son jeune fils, déguisé en fille, dans le palais de Lycomède, roi de Skyros, qui n'avait que des filles. Il fut pourtant retrouvé par Ulysse, qui déjoua la ruse en présentant des armes aux jeunes travestis. Achille partit pour Troie accompagné de Patrocle, son grand ami, et de Phénix qui avait été son précepteur. Thétis lui donna la cuirasse, les larmes et le bouclier forgé par Héphaïstos pour Pélée, ainsi que 2 chevaux donnés par Poséidon. La vraie colère d'Achille, celle que chante l'Iliade, fut causée par Agamemnon. Au début de la 10e année du siège, Apollon envoie la peste ravager le camp des Achéens. Il est courroucé par l'attitude d'Agamemnon, qui avait enlevé Chryséis, la fille de Chrysès, son prêtre. Lors de la même razzia, Achille avait ramené la belle Briséis. Pour sauver le camp, Agamemnon est contraint de rendre à son père Chryséis, mais s'estimant lésé, il exige qu'Achille lui donne Briséis en retour. Celui-ci ne peut refuser mais décide devant cette injustice de se retirer du conflit. Commence alors pour les Achéens une série de défaites éclatantes sans Achille. Les Troyens ne craignent plus de venir combattre devant les tentes de leur ennemi. Patrocle, devant l'imminence du danger, demande à son ami de lui prêter ses armes divines et sort ainsi vêtu combattre les Troyens. Mais le grand Hector le tue au cours d'un duel. La mort de son ami pousse Achille à revenir au combat. D'abord pour reprendre le corps de Patrocle, il veut lui assurer une digne sépulture. Ensuite, pour faire 12 prisonniers troyens en vue de les sacrifier à la mémoire de Patrocle. La dernière action d'éclat d'Achille est, d'après Homère, son duel contre Hector. Quand la rencontre a lieu, Zeus contraint Apollon à abandonner Hector, qu'il protégeait de sa faveur divine. Il détestait en outre Achille qui avait tué l'un de ses fils. Le combat est incertain, mais Achille finit par tuer Hector qui lui prédit en mourant sa mort prochaine et le prie de restituer son corps à sa famille. Achille, dans son orgueil, plein de cruauté, emporte le cadavre du héros troyen, l'attache à son char et fait chaque jour le tour de la ville. Priam vint alors le voir dans sa tente et le supplie de lui rendre le corps de son fils qui attend sépulture. Achille, ému, le lui rend contre paiement d'une forte rançon. L'Iliade s'achève sur les funérailles d'Hector, mais Achille trouve peu après la mort Paris tire une flèche qu'Apollon guide vers le talon du héros. La seule partie vulnérable de son corps. Dans l'Odyssée, enfin, Ulysse rencontre l'âme du héros et l'ombre d'Agamemnon décrit les jeux funèbres organisés en l'honneur d'Achille, ainsi que la querelle qui éclata au sujet de ses armes. Maintenant, on va lire Actéon. Fils d'Aristée et d'une nymphe, Actéon est par son père petit-fils d'Apollon et descend par sa mère de Cadmos. Il fut élevé par le centaure Chiron qui lui apprit l'art de la chasse. Le jeune homme passait le plus clair de son temps à chasser avec sa meute de 50 chiens. Or un jour qu'il
se répandent surtout à l'époque hellénistique. Le mythe raconte comment Mira conçut pour son père, un roi dont le nom et le royaume varient, un désir incestueux. Aphrodite, irritée, lui avait en effet inspiré cet amour interdit. Mira trouva un stratagème pour coucher pendant 12 nuits avec son père jusqu'à ce que ce dernier s'en aperçut et voulut tuer sa fille. Celui-ci prit la fuite poursuivi par son père, prit la fuite poursuivie par son père et prit à l'étude de la protéger. Ils s'exécutèrent en la transformant en arbre, l'arbre Amir. Mais Mira était enceinte et quelques mois plus tard, l'écorce de l'arbre qu'elle tenait qu'elle était devenue se fendit et laissa sortir un enfant. Aphrodite le recueillit et frappé par son immense beauté, le confia en secret à Perséphone pour qu'elle l'élève. Mais cette dernière, qui était tombée sous le charme du garçon, refusa le jour convenu de rendre Adonis à la déesse. Zeus fut alors pris pour arbitre et il trancha pendant un tiers de l'année Adonis resterait auprès de Perséphone. Il passerait un second tiers avec Aphrodite et occuperait le dernier tiers de l'an à sa guise. Adonis choisit de toujours passer 2 tiers de l'année avec Aphrodite et un seul tiers avec Perséphone. Ce jeune garçon doté d'une beauté extraordinaire fut tué par la jalousie d'Arès, qui lança contre lui un sanglier furieux. Adonis, mort dans la fleur de l'âge, au fait de sa splendeur, représente une divinité de la végétation et des fleurs. Engendré par un arbre et condamné à vivre un tiers de l'année sous terre, auprès de la souveraine des enfers avant de renaître, pour le reste de l'année avec l'aide de la déesse de l'amour. Maintenant on va juste en dernier lire Agamemnon. Fils d'Atrée et d'Aéropée, Agamemnon règne sur Argos. Roi maudit pour les exactions de son père, il est le frère de Ménélas et le second mari de Clytemnestre. Celle-ci fut contrainte de l'épouser alors qu'il avait tué son premier mari, Tantale, son propre cousin. Ensemble, ils eurent 3 filles, Chrysothémis, Iphigénie et Électre, et un fils cadet, Oreste. Son autorité personnelle lui vaut le commandement de l'expédition achéenne contre Troie, rassemblée pour venger l'honneur de son frère. Mais il fait souvent figure de personnage cruel et un tantinet obstiné. Avant même son arrivée à Troie, il est responsable du premier sang versé pour la guerre. Il s'était vanté, après avoir tué un cerf à la chasse, d'avoir fait mieux qu'Artémis. Celle-ci ordonna alors à tous les vents de cesser de souffler sur Aulis, où était stationnée la flotte tant que le roi ne lui aurait pas sacrifié sa fille Iphigénie. Encore vierge, sous la pression des soldats et de son frère, Agamemnon fit venir sa fille, sous prétexte de la marier à Achille, mais en fait au jour prévu. Il lui fit trancher la tête en l'honneur de la déesse Courusée. Artémis, dit-on, remplaça à cet instant la jeune fille par une biche et l'envoya servir son culte en Tauride. Mais Clytemnestre ne pardonna jamais cette seconde offense. C'est encore à ce comportement qu'est due la fameuse colère d'Achille, ô combien funeste aux Achéens contraints par Apollon de rendre à son père la jeune Chryséis, qu'il avait enlevée au cours d'une razzia dans les environs de Troie. Agamemnon avait forcé Achille à lui donner sa propre captive, Chryséis, entraînant ainsi le retrait d'Achille des hostilités et toute une série de défaites pour les Achéens. Son retour à Argos est marqué du sceau de la vengeance. Clytemnestre, qui éprouvait une terrible rancœur envers son mari depuis leur mariage et plus encore depuis le sacrifice de leur vie, avait pris pour amant Égiste, avec qui elle prépara le meurtre d'Agamemnon, alors que celui-ci rentrait de Troie avec Cassandre comme prisonnière et concubine. Clytemnestre le tua et Égiste prit le pouvoir à Argos. Agamemnon fut vengé par ses enfants Oreste et Électre. Bon, on va arrêter ce livre-là pour passer à l'autre. Hop. Donc celui-ci, c'est l'Atlas des cités perdues. Donc on va prendre une cité au hasard.
Auxerre. Il faut dire que la pimpante ville balnéaire née dans les années 1920 possède un atout de taille. Elle a été construite au bord d'un lac aux eaux chaudes, réputé riche en minéraux et qui possède un taux de salinité parmi les plus élevés au monde. Dès le printemps, la gare accueille les premiers vacanciers et curistes, impatients de barbauder dans ce lago épécuant, sur lequel on flotte sans aucun effort de la même manière que dans la mer morte. Une gigantesque jetée en arc de cercle délimite la baie bordée de plages ombragées de parasols de chaume. Dans la ville pédiluvée baignoire des hôtels, sans oublier la superbe piscine municipale dotée d'un plongeoir, d'un bar et d'un solarium, sont remplis de cette eau miraculeuse aux multiples bienfaits. À côté du stade de football, un grand square et ses balançoires accueillent les enfants. Les rues sont embouteillées de voitures et les trottoirs peuplés de jeunes filles en robes légères, le tout sous un ciel bleu de cartes postales. Difficile d'imaginer durant cette époque bénie qu'un drame naturel se tisse doucement qui va effacer Villa Lago et Pécuin de la carte du monde. En 1975, afin de réguler la circulation de l'eau entre les différents lacs de la région, le gouvernement de la province avait construit un canal reliant plusieurs lagunes entre elles et un réseau d'écluses. L'ensemble devait permettre d'éviter les assèchements comme les crues. À partir de 1976, année du coup d'état militaire qui porte au pouvoir le général Videla, l'entretien du système est laissé à l'abandon et dans le désordre général de ces années de répression sanglante, aucun responsable n'est nommé pour surveiller écluses, digues et lagunes. Ce qui devait être une solution devient un problème par un effet de vase communicant. Le niveau d'eau de la lagune grimpe de 50 cm par an et menace les constructions de la rive. Les habitants renforcent la gigantesque digue dont on peut toujours distinguer les arrondis par satellite. Alors, du 10 novembre 1985, un violent coup de sud-estada, le Mistral local, conjugué à des pluies particulièrement intenses, pousse les flots contre la digue qui cède. C'est la catastrophe, hautement corrosive car très salée. L'eau s'écoule dans les rues, déplaçant les voitures, envahissant les hôtels, le stade de football chassant les habitants de leurs maisons. La résistance s'organise, des objets sont montés aux étages ou évacués. Des camions et des tracteurs font la navette sans cesse entre Pécuin et la ville de Carué, située à quelques kilomètres de là. Après 2 semaines, 2 mètres d'eau recouvrent la station balnéaire. Quelques mois plus tard, l'eau atteint 10 mètres de haut et le toit du grand hôtel disparaît sous les flots. Le ciment résiste, mais les structures métalliques sont rapidement oxydées et silencieusement sous l'eau. Les structures s'écroulent. Tout ce qui est en métal se transforme en poudre. En 2008, lorsque l'eau baisse enfin et Pécuin réapparaît, le décor est apocalyptique. Émergent les eaux bleues du lac, des décombres de maisons, des arbres morts et des poteaux électriques, maigres silhouettes fantomatiques blanchies par le sel. On croirait le résultat d'un bombardement ou d'un tremblement de terre. C'en est fini des Pécuins, des problèmes, des promenades les soirs d'été jusqu'à la confiteria Corradini, ouverte toute l'année et où il était déjà délicieux de boire un chocolat chaud l'hiver, jusqu'à l'hôtel Altieri, dont il ne subsiste qu'un pan de mur et un escalier qui ne mène plus nulle part. Voilà, alors, une mémoire qui s'efface. Les cités englouties sous les flots ne connaissent pas toute la même histoire. Si à Pécuin, c'est bien d'une catastrophe naturelle qu'il s'agit, la ville ayant toutefois disparu à cause de la négligence des hommes. La fin de Chicheng ou de Digne dans la haute vallée de l'Isère relève d'une décision officielle au service d'intérêt économique. Que vaut la mémoire d'un lieu pour une société comme EDF qui, dans les années 1950, posa à Digne la première pierre d'un énorme barrage de béton? Après avoir affronté les revendications des habitants concernant la protection de l'économie locale et l'environnement, la société noya les vieilles maisons de pierre. Pardon. Ça s'était coupé, j'avais plus d'espace. Où est-ce que j'en étais? Sous les eaux d'un lac artificiel. Pendant plusieurs décennies, leurs vestiges réapparurent à intervalles réguliers au moment de l'inspection du barrage. Désormais, ces contrôles se font à l'aide de robots
Palestrino. Palestrino, la belle endormie, c'est en Italie. La région ligurienne n'est pas avare en cité médiévale. De loin, Palestrino ressemble à s'y méprendre à ses voisines, perchées au sommet d'une colline verdoyante. La bourgade rassemble ses hautes maisons de pierre au pied de son vieux château. Le clocher de son église émerge des toitures de tuiles roses patinées par le soleil et ses vestiges de remparts racontent son histoire millénaire. Une étrange impression vous saisit pourtant en atteignant les premières maisons. Des troupéans font office de fenêtres, entre les pavés instables poussent les herbes folles et des restes de vélos rouillés gisent au sol. Les portes semblent avoir été barricadées avec nonchalance. Il est facile de pénétrer à l'intérieur des demeures. Là, plafond voûté, passe d'escaliers de pierre et terrasses festonnées laissent imaginer des splendeurs enfouies. Mais c'est peut-être l'intérieur de l'église qui désole le plus avec ses niches vides. Et ses restes de fresques rongés par l'humidité. Difficile de croire que jadis la cité était la capitale économique d'une vallée ensoleillée qui tirait sa fortune de la récolte des olives et des légumes. C'est à des moines bénédictins que Palestrino doit sa naissance. Au IXe siècle, conscient de la richesse de cette terre fertile, il s'y installe et plante des ceps de vignes. 3 siècles plus tard, un château est bâti sur la colline, peu à peu ceinturé de maisons. Ces seigneurs dominent la région jusqu'au XVIIIe siècle, époque à laquelle ils perdent de leur superbe quand le territoire est annexé par le royaume de Sardaigne. Palestrino se métamorphose alors en petite bourgade, vivant toutefois dignement de ses oliveries, de ses légumes et toujours de la vigne. Une succession de secousses sismiques va changer son destin. À partir de 1960, des tremblements de terre à répétition ébranlent les vieilles demeures de pierre. Inquiets et terriblement impuissants, les 500 habitants constatent le travail dévastateur de ces secousses qui multiplient les glissements de terrain et les effondrements de bâtisses. En 1962, ils doivent constater l'inéluctable. Leur ville est condamnée à sombrer tôt ou tard sur les flancs rocheux. Contraints de quitter leur maison par les autorités locales, les Palestrinois s'installent sur un sol plus accueillant, à quelques kilomètres au pied de leur colline où ils ont laissé tous leurs souvenirs. Désormais, la bourgade abandonnée est devenue une attraction pour touristes en quête de sensations quelque peu morbides. Au fil des ruelles envahies par la végétation, ils croisent parfois les rares irréductibles qui ont choisi de rester envers et contre tout, en essayant de conserver une vie normale. Si des études ont été établies pour tenter de restaurer l'ancienne cité médiévale, il est peu certain qu'elles aboutissent dans une Italie qui a d'autres priorités culturelles. Il est évident aussi que les touristes intrépides ne sauveront pas la belle Palestrino de son destin. Hop. Et voilà pour Palestrino. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Bon, ça c'est en France. Pourquoi pas lire Géoffrécourt. Ce sera la dernière parce que ça commence à faire beaucoup. La vie n'est pas un long fleuve tranquille à Géoffrécourt, petite ville picard située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Laon, dans l'Aisne. La poudre y parle souvent des blindés et des soldats armés aux pieds en cap circulent régulièrement dans ces rues où se déroulent des combats acharnés. Des événements dont aucun journal pourtant ne se fait l'écho. Comment vivent ces 5000 habitants, les clients des supermarchés, les propriétaires des petits pavillons au toit gris du centre-ville, les locataires des tours de 5 étages et les fidèles de l'étrange lieu de culte qui n'est ni vraiment une église ni tout à fait une mosquée. Ils sont aux abonnés absents. La population civile est ici virtuelle comme tout le reste. La rivière s'arrête net au bout de 800 mètres, la voie ferrée quitte à peine la gare. Les tombeaux
beau séjour à quelques centaines de mètres du centre-ville et dont la soixantaine de maisons sans toit permettent aux instructeurs d'évaluer les manœuvres de leur passerelle. Elle accueille chaque année environ 10 000 recrues. 100 à 200 soldats cantonnés sur place leur donnent la réplique, en jouant tour à tour le rôle de civils, de troupes ennemis ou de guerrilleros. Dans le camp de Sisson, la ligne Hunting, une des positions de défense établie en 1916 par l'arrière-garde allemande, traverse aussi le terrain de part en part. On y dénombre encore une centaine des abris bétonnés qui jalonnaient alors sa double ligne de tranchées. Autre signe d'un passé cette fois très lointain, les archéologues ont trouvé aux portes de la fosse Géo-Frécourt, là où se dressaient vers 1900 des bâtiments de ferme portant déjà ce nom, les vestiges d'un village mérovingien. Ils y ont reconnu une vingtaine de huttes et surtout une nécropole dotée d'une chapelle, fait exceptionnel pour l'époque et la région. Bonne nouvelle, l'armée s'est engagée à protéger le site mérovingien, de même que la prairie sèche et crayeuse. En Champagne, on parle de Savard, qui couvre en partie le camp et représente un milieu naturel exceptionnel. Les chars attaquent Géoffrécourt, veillent ainsi à contourner l'anémone sauvage, la limoiselle aquatique et le 6-6-5.